comme je vous le disais, le GIP a mis en scène l'intervention de Pascal Braconneau en organisant une COP26 à Glasgow et puis un rapport du GIEC préalablement. Et c'est ce que va nous présenter les enseignements de la COP et du GIEC. C'est ce que va nous présenter Pascal Braconneau, qui est climatologue en sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec un angle très particulier, comment on peut comprendre et surtout attribuer le changement climatique. Quand un événement climatique se produit, comment est-ce que savoir s'il est un effet ou pas du dérèglement climatique? C'est ce que vous nous expliquez maintenant, Pascal Braconneau. Voilà, merci. Effectivement, je vais vous mettre dans le cas du réchauffement global. Donc, j'ai beaucoup apprécié les présentations avant moi. Il y en a même qui me donnent des idées de discussion avec les gens. Donc, même si personnellement, je ne suis absolument pas une spécialiste des côtes et de régions très petites. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça va être un tout petit point sur mes cartes. Mais l'idée, c'est de vous montrer, de rappeler un peu ce qu'on peut trouver comme enseignement dans le rapport du GIEC. Et puis, mon point de vue, ça va être un point de vue de grande échelle, ce qui est ma spécialité, un point de vue qui s'attaque au réchauffement climatique et se dire que notre région, le nord-ouest de la France, c'est une région de forte variabilité, des échelles de temps très très variées, on a vu ce matin aussi de remonter dans le temps, et puis que les tempêtes, hélas, côté vent fort, si on prend cet aspect-là, je vais avoir du mal à avoir des informations très précises pour ce qui se passe ou le futur. En revanche, il y a des tas d'autres choses associées aux tempêtes, et c'est vraiment ça que j'ai essayé de prendre en compte aussi, au niveau des précipitations et des risques de submersion et d'inondation. Là, ça va être des effets dérivés. Je ne vais pas parler directement de submersion et inondation à ce qui me concerne, mais plutôt de niveau marin. Voilà. Et donc, quels sont les différents facteurs climatiques d'impact qui jouent là-dessus, et le tout dans un climat en pleine mutation. Voilà. Alors, ma base, vous allez le voir, tous mes transparents, il y a le logo du GIEC. Donc, à partir du rapport du groupe 1. Donc, ce groupe 1, c'est vraiment les bases scientifiques, comment ça marche, où est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on a appris depuis la dernière fois, qui est organisé autour de 12 chapitres, un résumé technique qui rassemble souvent beaucoup d'éléments très intéressants. Un résumé pour décideurs, c'est de ce dont on parle le plus et qui sous-tend beaucoup des discussions dans les COP. Et puis là, il y a une annexe méthodologique aussi assez intéressante et un atlas interactif. Je vais revenir là-dessus. Et puis, on avait la chance en France d'avoir Valérie Masson-Delmotte comme co-coordinatrice, co-chair, co-présidente, de ce groupe 1 avec Pan Maouchai. Et j'ai emprunté certaines diapositives à Valérie et j'ai rajouté des choses qui viennent des chapitres. Donc, l'idée, c'était de vous montrer quel type d'éclairage on peut trouver qui a un rapport avec les questions posées aujourd'hui dans ce rapport du GIEC, qui a regardé plus de 14 000 publications, des auteurs de 65 pays, et un processus, bien sûr, qui fait appel à beaucoup de commentaires, lectures et commentaires, y compris par les gouvernements, dans le processus. Voilà. Alors, il y a quelques messages clés, vous les connaissez, mais je les ai rappelés. C'est que les changements climatiques récents sont généralisés, donc ça, c'est à l'ensemble de la planète. Ils sont rapides et ils s'intensifient, et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Je vais revenir là-dessus. Quelque chose qui est très fort, c'est que jusque-là, on laissait une plage de doute sur le rôle des activités humaines. Il n'y en a plus, c'est un fait. Et c'est bien les activités humaines responsables de réchauffement climatique en cours. Et ce qui est plus fort par rapport au rapport précédent, et hélas, c'est un peu à cause du temps qui passe, c'est qu'on est aussi capable de dire maintenant que ça rend les phénomènes climatiques extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, c'est le plus facile à quantifier, mais aussi certains événements liés aux fortes précipitations et aux sécheresses, plus fréquents et plus graves. Et puis enfin, les grands enjeux, bien sûr, c'est que le climat de demain dépend de ce que l'on fait aujourd'hui et des décisions pour l'atténuation. En premier, bien sûr, pour les réchauffements, mais également l'adaptation pour réussir à faire face. Alors, la mise au regard des climats dépassés est importante parce qu'on se rend compte qu'on est des vitesses et des amplitudes assez inédites par rapport au passé, et que ce que ça sous-entend quelque part, c'est qu'il y a de nombreux seuils qui vont pouvoir être franchis, et qu'en plus, on a engrangé des perturbations qui impliquent des temps longs. Donc, tout raisonnement va se faire dans un milieu, quoi qu'il arrive, même si on réduit les émissions et qu'on réduit le réchauffement par rapport à ce qui pourrait être, des choses qui sont un climat en mutation et qui
est déjà ce qui se passe en cours. Avec des taux de CO2 extrêmement élevés, il faut remonter très très loin dans le passé, 2 millions d'années pour avoir les CO2 actuels. Un niveau de la mer en train de monter et de monter de façon la plus rapide depuis 3000 ans. On a des surfaces de banquise très réduites dans la période de minimum de banquise. Et ça, on sait que c'est à peu près valide depuis plus de 1000 ans. Et puis, enfin, des fontes et des reculs de glaciers qui sont aussi extrêmement sans précédent depuis plus de 2000 ans. Donc, c'est des aspects qu'il faut garder en compte et qui, effectivement, ramènent à certaines discussions qui ont eu lieu. Il y a des événements qu'on a vus dont il faut s'inspirer pour comprendre ce qui se passe et ce qui peut se passer, mais il faut aussi se garder à l'esprit qu'on va dans une plage d'événements que l'on n'a pas vus. Donc, il faut être capable de jongler sur l'ensemble des échelles et des facteurs. Alors, ce rapport du GIEC, il y a vraiment une volonté d'avoir plus d'informations à l'échelle régionale et plus d'informations sur les extrêmes. Et il y a en particulier, alors, cette slide est en anglais parce que je n'ai pas pu tout traduire, mais c'est pour rappeler qu'il y a un chapitre complet qui essaye de rassembler l'ensemble des informations pour tous les facteurs d'impact qui font donc écho plus directement à la vulnérabilité et à la notion de risque qui est développée plutôt par le groupe 2, donc ça c'est les rapports qui vont venir l'année prochaine, et que l'ensemble du rapport du groupe 1 finalement est un peu organisé pour comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, comment ça marche, et puis essayer de rassembler l'ensemble de cette information. Et est arrivé avec ce rapport ce qu'on appelle les facteurs climatiques générateurs d'impact. On n'a pas voulu parler directement d'impact parce que ce n'est pas le groupe 1 qui fait ça. Il apporte les données météorologiques, climatiques, biogéochimiques qui conduisent à des indicateurs climatiques qui vont permettre de discuter pour les impacts et qui sont un peu des conditions souvent nécessaires pour certains phénomènes et qui permettent de discuter tout ce qui est en lien avec la chaleur et le froid, les pluies et les sécheresses, la neige, la glace, le vent en particulier là, les choses le long du littoral et le l'océan côtier et puis plein d'autres facteurs de façon à identifier des seuils et pouvoir discuter des risques. Alors, l'information régionale, très importante, il y a énormément d'informations dans les différentes régions ici, y compris vous les trouvez dans un atlas interactif, et c'est des choses importantes, même si par rapport à la région, bien sûr, le nord de la France ou l'ouest, les régions sont encore très très grandes. Hein. Et il faut ensuite faire encore appel à des descentes d'échelle ou d'autres types de raisonnements pour être capable d'avoir des réponses plus précises à l'échelle que je vais appeler pour moi plutôt locale. Alors, des éléments importants de ce rapport, vous avez l'évolution là des températures de surface ramenées à la période de référence 1850-1890. C'est pour ça que c'est 0 dans la première partie. Et vous voyez pour différentes régions le signal de température qui se ressemble dans ces grandes lignes. Une grande tendance au réchauffement, mais beaucoup de variabilité aussi. Il ne faut pas l'oublier, la variabilité naturelle est très forte. Ce qui fait que les plages rouges donnent la variabilité pour une déviation standard ou deux déviations standards qui permet d'avoir une idée depuis quand, par rapport au pré-industriel, on voit le signal émerger du bruit de la variabilité. Et bien entendu, il va émerger pour des changements de température différents suivant les régions, simplement à cause de la variabilité différente entre les régions. Et nous, on n'est pas, voilà, là où on est, c'est une des régions de plus forte variabilité, mais néanmoins, l'époque récente a vu le signal émerger pour nos moyennes latitudes de nos côtes françaises. Alors, une grande nouveauté aussi dans ce chapitre, c'est que jusque-là, il était capable, et vous pouvez le voir, pour la température, on arrive à dire effectivement que les facteurs anthropiques sont la principale source, et il n'y a pas de doute sur l'évolution des températures, et aussi d'attribuer les différents facteurs, que ce soit les gaz à effet de serre, ou que ce soit les aérosols, les petites particules qu'on émet dans l'atmosphère, ou également, pour certains cas, l'utilisation des terres qui conduisent au changement climatique. Actuellement, on est capable d'aller beaucoup plus loin dans les études de détection-attribution. Et vous avez un exemple de ces courbes ici sur le niveau marin, avec la courbe noire qui est l'évolution du niveau marin observé à partir des différents capteurs d'observation.
Et puis, ce que l'on peut obtenir avec le signal simulé par un ensemble de modèles tridimensionnels du climat, on voit qu'effectivement, ça capture bien l'évolution récente de ces niveaux marins. Et on peut regarder qu'est-ce qui est lié juste à l'effet de serre et lié au gaz à effet de serre, donc c'est ce qui est en gris. Et pendant toute cette période, on a aussi réduit ou tamponné l'augmentation de la température par les émissions d'aérosols qui ont plutôt un effet refroidissant sur le climat. Donc, c'est ce qui est en bleu pour le rôle sur le niveau marin. Et on voit effectivement que l'ensemble des deux donne une augmentation, mais qu'il y a un tamponnage de l'effet des gaz à effet de serre par l'effet des aérosols. Alors, ça va même plus loin, ça montre aussi des différences géographiques, des différents effets, que ce soit les gaz ou les aérosols, ce qui permet aussi petit à petit de bien revenir à l'origine des mécanismes et comment ça marche. Ce qui est aussi assez nouveau, c'est une détection et attribution plus systématique et possible, alors qu'avant, on avait encore une plage d'incertitude assez grande sur la capacité de dire oui ou non les extrêmes, que ce soit température ou précipitation, sont effectivement liés, leur augmentation liée à l'activité humaine, simplement parce que le climat, c'est quand même très, très chaotique. On peut avoir des périodes sans variabilité, des périodes avec beaucoup de variabilité, donc il faut quand même faire attention, pas prendre par hasard un signal qui passe. Mais maintenant, on est capable de le faire. Et là, vous avez, c'est un peu une représentation sur l'ensemble de la planète. C'est les maximums de température à gauche en fonction du temps depuis 1950 jusqu'à 2020. Un petit peu avant, on avait le début du rapport du GIEC. Et puis, les précipitations journalières. Donc, c'est les maximums journaliers de température et c'est les maximums, les cumuls journaliers de précipitations qui sont là. Vous avez, comme précédemment, les observations en noir et vous avez les deux exercices de modélisation, celui qui avait été fait en amont du rapport précédent et l'exercice en cours, donc ce qu'on appelle CMIP 5 et CMIP 6 dans notre jargon. Encore une fois, les modèles finalement capturent pas si mal ces extrêmes, même si les extrêmes c'est toujours difficile. Des extrêmes beaucoup plus dans les observations, bien sûr, variables pour les précipitations que pour les températures. Et dans les courbes du dessous, vous voyez la même chose si, lorsque dans ces simulations, on n'a pas pris en compte les effets anthropiques et qu'on a gardé juste les effets naturels qui sont liés principalement au volcanisme et les variations de l'irradiance solaire dans ces simulations. Et donc, à l'aide de ce type de choses, plus les méthodes statistiques évoluées, on est capable d'attribuer certains des événements, effectivement, et de dire qu'ils n'auraient pas eu lieu sous cette forme-là s'il n'y avait pas l'impact de l'activité humaine. Voilà. Alors, tout ça est rassemblé aussi. Donc, ça, c'est la façon de rassembler pour dire que, attention, c'est des grandes régions qui sont agrégées via tous ces petits hexagones, ces petites figures ici, et qui dit, voilà, ça c'est pour les vagues de chaleur, qui dit, on a détecté et attribué à l'activité humaine des chaleurs extrêmes plus fréquentes et plus intenses. Et vous voyez que c'est pratiquement sur toutes les régions et tous les continents. Et lorsqu'il y a beaucoup de petits points noirs, ça veut dire que là, il y a une attribution certaine à l'activité humaine. Lorsqu'il n'y en a que deux, ça veut dire qu'attention, c'est peut-être un peu mitigé. On ne sait pas pour tous les événements. Il y en a, ils sont peut-être juste là par hasard. Ils sont comme avant. Et puis, il y a des endroits où on ne sait pas dire du tout. Voilà, donc ça, c'est pour la chaleur extrême. Vous trouvez la même chose pour les très fortes précipitations qui sont plus fréquentes et plus intenses. Bien sûr, c'est plus difficile et il y a beaucoup moins de longues séries disponibles capables de faire ça de façon fiable. Néanmoins, tous les continents ici de l'hémisphère nord où on vit, on voit qu'il y a une augmentation et on voit aussi que pour certains événements, parce qu'il n'y a qu'un petit remords là, pour certains événements, effectivement, on est capable de dire que ces événements n'auraient pas été de la même façon sans l'activité humaine. Pour ce qui est la France, vous trouvez certains de ces résultats qui sont rassemblés sur le site DRIAS par le projet Extremoscope, parce qu'on a des collègues qui, à chaque événement, essayent de savoir effectivement en temps réel si les événements en cours sont attribuables ou pas à l'activité humaine pour la France.
Et puis, vous avez la même chose pour les sécheresses. Donc, on voit aussi que finalement, nous, là-haut, dans l'ouest de l'Europe, on est concerné par tous les facteurs d'extrême et avec une augmentation dans de nombreuses régions et effectivement aussi une attribution à l'activité humaine. Voilà. Alors, pour les vents, c'est plus difficile. Hein. Pour les vents forts, les résultats sont plus contrastés. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des choses complètement certaines. Et il y a encore beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions aussi sur la tendance des vents moyens. Là, je ne parle pas des extrêmes, mais en fait, tous ces extrêmes et les tempêtes se développent aussi dans une circulation moyenne. Et là, c'est ce que l'on a pour les vents moyens. C'est la tendance de la vitesse du vent entre 88 et 2017 sur ces cartes, par différents jeux de données d'observation. Et vous voyez que pour le nord de l'Europe, il y aurait une tendance qui est pas mal discutée et qu'on a éventuellement du mal à représenter, même si nos modèles deviennent plus fiables, pour un ralentissement des vents observés pour nos moyennes latitudes. Mais encore avec beaucoup d'incertitudes sur les estimations. Là, ici, j'ai remis ce que l'on trouve dans le rapport du GIEC aussi sur l'évolution de l'activité cyclonique pour nos régions. Donc là, c'est pareil, hein, ça agrège le nord de l'hémisphère et ça prend en compte tout l'hémisphère nord, donc tous les bassins et toutes les régions. Vous voyez différentes réanalyses météorologiques qui sont des sources assez indispensables pour faire ça, qui donnent des grandes séries. Pour le nombre total de cyclones, donc vous voyez que c'est quand même très variable, même que les séries ne sont pas nécessairement toujours d'accord entre elles. Et puis les cyclones vraiment plus profonds, on voit qu'ils ont une variation. Il y a des variations climatiques associées. Maintenant, si vous regardez pour cet hémisphère nord, vous regardez l'ensemble des réanalyses et vous regardez le nombre de cyclones par région, le nombre de réanalyses qui disent qu'il y a une augmentation et une diminution des cyclones suivant les régions. Et vous voyez qu'il y a de l'orange qui dit qu'il y en a plus et du bleu qui dit qu'il y en a moins. Quand c'est très orange ou très bleu, c'est que c'est plus fiable. Quand ça l'est moins, c'est que c'est une tendance, mais tout le monde ne le dit pas. Et ça vous suggère quand même, dans beaucoup de régions, qu'il y a une petite migration vers le nord de ces cyclones. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, en revanche, commence à se confirmer avec un déplacement vers le nord des passages, en particulier pour nous, des passages dépressionnaires. Alors, si on se projette maintenant, donc ça, c'est pareil, hein, un résultat qu'on connaît, c'est que le réchauffement, même si on fait des choses, et c'est important de l'avoir, on a engrangé des choses, il va se poursuivre et on met de plus en plus en évidence que chaque région fera de plus en plus d'expériences de changement climatique simultanés et multiples de ces facteurs climatiques. Et c'est ça qu'essaye de mettre en relief le rapport du GIEC avec les différentes contraintes, que ce soit simplement du climat moyen ou au contraire l'impact des différents modes de variabilité climatique qui font toutes les échelles de temps de la variabilité et également le lien avec l'extrême. Par région, qui va essayer d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution de ces fameux facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc des facteurs plus généralisés et prononcés, bien sûr, d'autant plus forts que les niveaux de réchauffement seront élevés, ce qui n'est peut-être pas nécessairement pour tous les facteurs. Mais ça, ce sont les courbes qui ont été très, très discutées dernièrement. Je vous les remonte quand même. C'est pour vous rappeler que pour arriver à ces projections, et ce rapport se place aussi dans l'après-accord de Paris, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de garder un réchauffement en dessous des 1,5 degré ou les 2 degrés de l'accord de Paris, avec un ensemble de scénarios qui ont été joués par l'ensemble des modèles de la Terre, disponibles, plus de 60 modèles, un petit peu moins sur chacun des scénarios, mais ce n'est pas très grave, permettant de dire en particulier que si on n'a pas des actions immédiates et très, très, très rapides, eh bien, on va passer les 2 degrés dans la moitié du siècle, et puis bien sûr les 1,5 degrés avant, sachant que pour 1,5 degrés, il est possible qu'il y ait un overshoot et qu'on arrive quand même à revenir sous les purs, tout dépend de ce que l'on fera. Et c'est là aussi qu'on a cette notion de, pour pouvoir faire ça, il faut arriver à un bilan net carbone à 0, autrement on ne pourra jamais stabiliser la température, c'est un fait physique, et que ça fait appel, suivant ce que l'on fait, à cette notion d'émissions négatives, c'est-à-dire qu'il faut être capable de pomper d'une façon ou d'une autre, de façon naturelle, via les sols ou en d'autres méthodes, le carbone de l'atmosphère que l'on a émis.
Alors, on a ces réservoirs-là, très importants hein, pour nos côtes et les submersions, parce qu'il y a la température de l'océan, et l'océan se dilate, il y a les histoires de fonte du Groenland et autres, et il y a bien sûr associé à tout ça le niveau de la mer en augmentation, ce qui fait bien sûr que des tempêtes qui éventuellement dans le passé étaient plus faibles et n'avaient pas de submersion pourraient devenir beaucoup plus... avoir des effets beaucoup plus dévastateurs actuellement. Et donc, il faut prendre aussi en compte l'ensemble de ces différents niveaux. Alors, beaucoup de personnes, et des personnes comme moi aussi, pensent qu'il faut aussi aller regarder, bien sûr, des choses qui, a priori, dans le mode de raisonnement actuel, seraient peu probables, mais qui ont quand même une chance d'arriver, et donc des chances de surprise. Et ça, d'autant plus que même si effectivement on arrive déjà à des augmentations de niveau marin, hein, c'est ce qui est ici, comme exemple, suivant les scénarios qui vont de 0,4, 0,5 mètres à l'horizon 2100, voire jusqu'au mètre, hein, suivant ce que l'a fait, avec Epixpar actuellement, ce que donnent les pays hein, sur leurs émissions, on va tomber peut-être un peu autour de ce scénario 2, 4, 5. On voit que c'est quand même déjà assez énorme. Donc c'est à l'échelle globale et il y a bien sûr des effets régionaux importants, mais qu'on n'est pas à l'abri de surprises comme liées à l'instabilité de la calotte de glace et des fontes massives qui, par exemple, pour ce scénario fort, pourraient nous mettre sur une courbe qui est beaucoup plus élevée. Et donc ça, dans tout ce qui est aménagement, réflexion sur l'impact des tempêtes, tout ce que l'on peut faire pour les côtes, c'est quelque chose à avoir en tête. Voilà. Alors, si on revient à notre histoire de tempête, de vent et compagnie, je l'ai mis là pour 2 scénarios, en allant encore trouver une figure dans le chapitre 12, qui dit qu'effectivement, cette tendance, que ce soit dans tous les scénarios regardés, à une diminution des vents moyens, et c'est en particulier que l'amplification polaire, hein, le réchauffement sera plus intense au pôle que dans les tropiques, ça c'est la réponse du système qui veut dire ça, ce qui fait que ces gradients équateur-pôle se réduisant les gradients équateur-pôle, on réduit en moyenne, ce qui ne veut pas dire pour chaque événement, en moyenne la circulation. C'est ce que reflètent ces figures pour le scénario 2.6 qui permettrait de rester a priori vers l'épure des 2 degrés de l'accord de Paris, et puis le scénario fort qui est un peu en continu, qui a priori ne devrait pas se jouer, mais on ne sait jamais. Et puis, il y a des figures aussi qui essaient de voir un petit peu l'implication pour les côtes, en prenant un peu les niveaux d'eau au niveau des côtes, en prenant un peu tous les facteurs, y compris liés à tout ce qui se passe sur l'hydrologie continentale, et qui montrent un petit peu en mètres ce à quoi il faut s'attendre. Tout ce vert ici est dans de l'ordre de 0,4, 0,6, et puis lorsque l'on est au rouge, dans le cas orange ici, on est plutôt à 0,8 à 1 mètre. Donc il y a des tas d'informations dans ce rapport qui permettent de revenir à ce genre de choses, des choses plus locales, ou de donner une réflexion pour revenir au local. Alors, conclure. Ah, alors, je fais celle-là, et puis j'en ai encore une autre que je voudrais passer. Alors, les extrêmes, j'attire l'attention aussi sur le fait que les moyennes et les extrêmes peuvent avoir des évolutions dans le futur, sont très, très différents. Et il y a une analogie en termes d'amplitude sur les températures entre la partie, c'est juste, on regarde les états moyens dans le futur par rapport au pré-industriel, alors que pour les extrêmes, on regarde la partie de la distribution des extrêmes et on fait les différences entre ces parties de distribution dans le futur ou pour l'actuel. On voit qu'en gros, les ordres de grandeur sont les mêmes, les régions pas nécessairement exactement les mêmes. J'attire votre attention ici sur le bassin méditerranéen qui aura plus d'extrêmes de température. En revanche, pour les précipitations, on voit que ça peut être très, très différent pour les précipitations extrêmes, beaucoup, beaucoup plus fortes. Et effectivement, les changements de précipitation en moyenne changent de l'ordre de 3% par degré de température, alors que les extrêmes vont changer de l'ordre de 7% par degré de température. Donc des changements beaucoup plus radicaux pour les extrêmes. Et vous voyez des choses contrastées dans des régions qui peuvent être à la fois sèches à un moment donné et avoir des extrêmes de précipitation très, très, très intenses. Voilà. Donc, vous trouvez aussi tous les liens avec la variabilité, les différents modes de variabilité qui viennent des différents bassins
océanique qui est en lien avec nos côtes et les impacts. Et vous trouvez aussi les fameux impact drivers, donc ici des choses qui ont lieu avec le vent. J'ai mis juste la partie Europe et vous pouvez regarder l'Europe de l'Ouest ici, où on voit qu'on a déjà passé des détails, ça a déjà émergé pour tout ce qui est chaleur et extrême de chaud, également des diminutions de froid et d'extrême de froid qui se pointent. Ça, c'est des choses qui sont très certaines. On voit des choses arriver aussi sur tout ce qui a à voir avec l'eau. Et puis, un petit peu plus incertain, mais quand même, les tempêtes sévères, en particulier ici, en augmentation, avec une confiance moyenne, et avec quand même cette idée que dans un climat plus chaud, les précipitations sur des événements qui pourraient avoir les mêmes formes qu'aujourd'hui, de fait, seront beaucoup plus intenses. Et ça, je crois qu'on peut commencer à l'affirmer sans trop se tromper. Et puis, plein de choses qui émergent au niveau de nos côtes qui sont avec un très, très haut niveau de confiance dans ces synthèses du GIEC. Vous avez en français des fact sheets et je vous laisse là-dessus. Voilà. Merci et je vous encourage beaucoup. à regarder. Alors, il y a des questions extrêmement techniques. Je vous demanderai même, si vous voulez bien, Pascal, de traduire en français la question avant d'y répondre. Par exemple, dans les exercices de modélisation et parmi les phénomènes naturels, est-ce que les indices océaniques comme le PDO, l'AMO, sont modélisés? Mais qu'est-ce que le PDO et qu'est-ce que l'AMO? Le béocyanide, je n'en sais rien. Voilà, et question subsidiaire, est-ce que la chimie des nuages est modélisée? Alors, je vais commencer d'abord par la PDO, etc. Donc ça, c'est les fameux modes de variabilité. Donc celui que souvent que les gens connaissent le mieux, c'est El Niño, pour celui qui se développe tous les 2 à 7 ans dans le bassin Pacifique et qui a des répercussions, bien sûr, sur toutes les ressources en eau des régions tropicales, mais également des téléconnexions avec nos moyennes latitudes. La PDO, c'est le même genre de choses liées avec un mode de bassin océanique dans le Pacifique, et puis l'autre, l'AMO, qui est plutôt dans le bassin atlantique. Et effectivement, je ne vous ai pas mis les courbes parce que ça aurait demandé de mettre plein d'autres choses pour expliquer la déconnexion sur nos côtes. Et donc, tous ces effets sont là. On regarde comment ils ont évolué dans le passé, ce qu'on est capable de dire. On regarde comment ils risquent d'évoluer dans le futur. Et on regarde aussi ce genre de choses que même des événements de variabilité qui pourrait avoir la même tête que ce qui s'est déjà passé, la rétroaction au niveau des précipitations sera beaucoup plus forte que maintenant dans de nombreuses régions. Donc ça, c'est des choses fiables. Et on regarde aussi le fait qu'une même région, en fait, elle est connectée à toutes ces variabilités et de plus en plus, on parle d'événements conjoints. On essaie de comprendre ce qui se passe quand on a des phases relatives tout d'un coup, qui amènent des événements extrêmes dans une région et essayer de savoir si ça, c'est possible ou ce ne sera pas possible, est-ce que ce sera comme maintenant et différemment. Donc ça, vous en avez pas mal de choses dans le rapport du GIEC et il y a même des tableaux dans le chapitre 12 que je voulais vous mettre où on voit pour les différentes régions comment ils sont affectés par les différents modes de variabilité en termes de température et en termes de pluie. Pour les vents, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Et la chimie oui, la chimie. Alors, la chimie, oui. Alors, la chimie, elle est par moment encore. Les modèles sont de plus en plus complexes et effectivement, ce qu'on a de plus en plus comme interaction prise en compte, c'est bien sûr tous les gaz à effet de serre et c'est aussi tout ce qui est sur les aérosols et l'interaction des aérosols au niveau de leur formation même et des rôles dans les nuages. Il y a aussi tout un chapitre qui est dédié à ça, puisqu'il y a aussi tous les liens après qui sont faits avec la qualité de l'air, etc. Donc souvent, ce n'est pas nécessairement tout chaque fois dans les gros modèles, comme les CEMIP, mais il y a des sous-projets complètement dédiés à ça, de comprendre l'évolution de la chimie dans l'atmosphère, le lien avec la qualité de l'air et les rôles séparés alors ça on l'a dans nos modèles, mais du CO2, du méthane, des oxydes nitreux, des CFC, etc. Donc tout ça est regardé, j'allais dire, sous toutes les coutures pour essayer d'avoir une information la plus précise possible, bien sûr malgré toutes les grandes incertitudes qui restent, mais il y a quand même énormément de choses que l'on sait qui se sont affinées largement depuis le dernier rapport. Parfait. Alors, la toute dernière question, on va en grouper 2. Dans le dernier rapport du GIEC, les scénarios ont un peu évolué, SSPE et RCP, et les prévisions de hausse du niveau de la mer semblent revues un peu à la baisse dans l'intervalle de confiance le plus élevé. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons?
Et question subsidiaire, là encore, les résultats qui suivent le scénario SSP 8.5 sont-ils encore crédibles vu l'AR6? Alors là, je vous avoue que je lis bêtement sans rien comprendre de ce que je raconte. Alors, oui, effectivement. Donc, les scénarios ont changé. Alors, pour une partie du raisonnement de quelqu'un comme moi, c'est pas nécessairement si grave, mais quand même, pour vous et pour les aménagements, ça peut être très, très important parce que derrière, il y a une histoire. Et l'histoire que l'on joue, nous, c'est pas, on n'a pas mis simplement une perturbation énergétique dans nos modèles, on a mis une histoire d'évolution des gaz à effet de serre, on a mis une histoire d'évolution de la façon dont on utilise les terres, sur les poids relatifs, l'occupation de l'agriculture, la déforestation, etc. Donc, il y a une histoire particulière qui va avoir un poids au niveau régional, certainement, même si sur les grandes choses, c'est quand même la quantité d'énergie qu'on a mis dans le système qui domine les grands changements de la circulation. Donc, effectivement, il y a des différences et il y a des différences dans les résultats et ça commence à être documenté qui dépendent de ces scénarios-là, au-delà de dépendre aussi du fait que nos modèles ont évolué. Ensuite, pour une partie de ce qui est fait dans le rapport du GIEC, et ça c'est une complexité, mais c'est aussi intéressant, c'est que l'assessment, excusez-moi, j'utilise le mot anglais, n'a pas été fait juste en prenant les résultats des modèles. Il a été fait aussi en essayant de prendre toutes les notions sur les contraintes et avec l'idée aussi qu'on commence à avoir une meilleure estimation de ce qu'on appelle la sensibilité climatique, c'est-à-dire la façon dont le climat réagit en fonction d'une perturbation énergétique, en particulier le doublement de CO2 qui a posé. Et on a vu émerger une petite classe de modèles, dont nos petits modèles français, qui ont tendance à être un petit peu dans la fourchette haute de cette sensibilité climatique. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait pour essayer d'amener des contraintes observationnelles qui permettent de corriger un petit peu les projections des modèles et d'essayer de voir ce qui se passe, donc on ramène dans les purs. Et donc ça joue effectivement sur les estimations des projections des températures, éventuellement d'autres variables, et je pense que j'espère ne pas me tromper en vous disant que le niveau marin est là-dedans, sachant que les estimations des niveaux marins, ce n'est pas directement les résultats des modèles. Dans nos modèles, on n'en a qu'une partie qui est liée à l'expansion thermique, qui est directement là. En revanche, pour avoir l'estimation des fonds des glaciers, avoir l'estimation des fontes de la calotte et de ces autres facteurs, il faut faire des liens avec ces modélisations de ces milieux-là qui ont aussi évolué. Donc, je ne suis pas capable de vous donner toutes les raisons des évolutions, mais tout est bien référencé dans le chapitre 9 de l'IPC, du rapport. Merci beaucoup Pascal Braconneau et merci à tous les intervenants de cette matinée. Évidemment, en visioconférence, il est évidemment difficile de vous applaudir, mais pas que le cœur y est. On suspend nos travaux pour métaboliser tout ce savoir dont nous avons été nourris ce matin. On se retrouve à 14 h précises. Vous maîtrisez désormais parfaitement l'outil. Pour nous rejoindre, vous cliquez sur le bouton accéder au direct de la séquence de 14 h qui s'intitule Tempêtes historiques flamandes, quelle réponse des territoires. À tout à l'heure. Merci encore à tous les intervenants et bon appétit à tous.